Bonjour, bienvenue à tous à la troisième édition du Forum Amouage. D'abord, merci beaucoup d'être aujourd'hui parmi nous. Maintenant, nous allons démarrer notre séminaire d'aujourd'hui. En guise d'introduction, moi je suis Patricia Carbonnet, je représente l'Alliance Amouage. C'est une initiative de BIWAT. Il s'agit d'une équipe de communication qui a son siège à Barcelone, Bruxelles, Vienne. Amouage signifie donc l'Alliance de journalistes qui travaillent pour la bonne gestion de l'eau, ensemble avec des leaders d'opinion, des décideurs, des élus, des créateurs d'opinion qui luttent pour avoir des rapports et aussi coopérer dans la filière de l'eau. Très récemment, nous avons lancé le nouveau site Amouage qui nous présente toute une série d'histoires. On vous invite à l'explorer, à faire partie de notre communauté, partager les histoires et d'autres événements en Méditerranée. Après la réunion d'Amman en 2016 et 2019, même si on a suivi cette crise, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait sans doute donc organiser ce forum comme expérience numérique en partenariat avec l'UPM. L'événement aurait eu lieu à Beyrouth, Liban, mais bien à cause donc du front d'activité, on a décidé de le faire en virtuel. S'il vous plaît, vous pouvez continuer à donner des fonds pour l'initiative de forêt au Liban et vous pouvez sans doute contribuer en tant que bénévole jusqu'au mois de novembre. Lors de dernières réunions, nous avons parlé de la consommation de l'eau potable, le manque d'eau potable, donc la conscientisation de faire de l'influence aux élus, traiter ce type de questions si compliquées. Donc, sans doute, on n'est pas encore disponible à être prêt. Dans ces contextes, donc, le partenariat est sans doute ouvert pour donner des opportunités à des jeunes entrepreneurs rassembler des chercheurs, la communauté aussi, le journaliste et l'ensemble des réseaux. Sans doute, il y a donc un impact dans les ateliers, aussi le petit voyage qu'on a fait pour voir quelles sont les solutions réelles. Il y a eu toute une série d'entretiens, des vidéos, des sources qui sont sans doute très utiles et donc motiver les stratégies durables dans plusieurs pays. Cette année, on est très sans doute heureux d'avoir des débats qui incluent des journalistes, des experts qui porteront sur les sujets de l'eau en Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer par rapport à cette nécessité d'avoir des liens entre les deux rives, renforcer la collaboration pour avoir sans doute des systèmes énergétiques et des systèmes d'épargne de l'eau qui soient très performants. Aujourd'hui et demain, nous aurons de la traduction simultanée en arabe, anglais et français. Si vous avez des problèmes avec la traduction en arabe, s'il vous plaît, écrivez-vous sur le chatbox. On pourra vous donner du support. Je tiens à dire qu'en parallèle aux événements numériques en Wash, ensemble a organisé sans doute un Zoom média qui a démarré hier. Le Mediasum, c'est sans doute une réunion pour les journalistes, des experts, pour lancer des campagnes de communication performantes, pour sans doute trouver des solutions pour la bonne gestion de l'eau. Donc, après le débat de demain, on aura les gagnants, les vainqueurs de ces concours. Je tiens à remercier l'ensemble de partenaires qui facilitent la création de l'Amouage, la possibilité d'avoir ces forums. J'espère que pendant ces 2 jours, on aura sans doute une réunion très performante, très profiteuse et je vous souhaite une très bonne participation. S'il vous plaît, suivez-nous sur le réseau social avec le hashtag AmouageLive et mon collègue Rami pourra vous répondre si vous nous suivez. Sans doute vous vous engagez avec la communauté des réseaux sociaux. Maintenant, je veux passer la parole à Amolta Sanali, qui est le directeur de l'UPM
manager aussi, et ensuite Cora Cremin, qui est la gestionnaire des projets Simwise, et aussi Daniela Lieberman, qui est sans doute la responsable de KOS. Merci, vous avez tous la parole. Merci beaucoup, Patricia. Buenos días, salam alaikum. Bonjour. Je suis très heureux de représenter la filière de l'eau en Union pour la Méditerranée. Et je parle en nom d'Isidro González, qui a été le responsable du département de l'eau et de l'économie bleue. Et il est aussi le secrétaire général de l'UPM. Il m'a demandé de parler des projets, des aspects politiques, des activités de coopération pour la filière de l'eau en Méditerranée. Sans doute, je suis très heureux de voir que les projets avancent et sur, sans doute, l'élan du projet Amouage qui avait démarré il y a 5 ans, qui établit toute une série de priorités. J'étais aussi très heureux de témoigner les travaux qui ont été faits par Amouage. Comme vous savez, Amouage signifie en arabe « de vagues ». Et donc, c'est ça ce que nous voulons, d'activer des vagues, des communications, activer l'énergie. L'eau, l'énergie, sans doute, nous offriront des vagues pour le développement économique dans les réunions de la région de l'UPM. Sans doute, l'UPM est en train de s'engager avec la société civile en incluant les femmes, la jeunesse et aussi toutes les parties prenantes les plus importantes de la société civile pour la bonne performance des activités sur l'eau. Et on désire faire partie de cette association Amouage pour nous engager sans doute dans tous les débats, les discussions et voir comment améliorer la situation de l'eau afin de contribuer pour le développement social et économique en Méditerranée. D'autre part, nous avons tout intérêt, sans doute, de renforcer cette filière de l'eau pour avoir, sans doute, un avenir plus prospère. Comme l'a dit Patricia, on a de l'espoir. On offre de l'espoir, sans doute. On ne veut pas arrêter nos activités, même si on subit cette pandémie. Ceci dit, ce type de réunion sur Zoom nous aide à atteindre les objectifs. De ce fait, on partage notre perspective, on essaye d'incorporer les recommandations dans les politiques nationales et internationales dans lesquelles nous nous sommes engagés. Et aussi, il faut transmettre un message d'espoir. Même si la situation est difficile, on est là. On est là pour travailler, on est là pour aller de l'avant. C'est-à-dire, on aime nos vies comme on peut, le maximum. Donc c'est ça ce que nous voulons, de respecter nos vies. Je vous remercie de votre participation. Bonjour depuis Barcelone. Aline Ousmane, si vous êtes là, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Almoutas. Bonjour, je suis en Jordanie. Je m'appelle Aline, je suis la co-directrice de SIWAS. Et sans doute, nous sommes très amis depuis longtemps de Amouage. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Chez SIWAS, on a les mêmes objectifs qu'on vous avez chez Amouage. On essaye de trouver le support des communautés, des entrepreneurs qui offrent des solutions performantes pour la filière de l'eau. Et donc, les entreprises, les entrepreneurs sont en train de naviguer sur les pressions de notre région et il faut trouver des opportunités pour eux pour avoir plus de succès, pour être sans doute plus performants. Il s'agit de toute une série d'événements qui pourront sans doute nous offrir des sorties pour être plus innovateurs dans notre filière d'activité, dans la filière de l'eau. Il faut échanger des idées, il faut faire du lobby, il faut communiquer. C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui et on fera demain et on continuera à le faire dans l'avenir. Il y a 4 ans, j'étais invité au premier forum en Jordanie et je dois vous avouer que le premier événement de ce type, c'était sans doute
une plateforme différente. Il fallait parler de la durabilité. Sans doute, il y avait des acteurs clés, il y avait sans doute des filières qui se sont engagées très fortement. Il fallait donc savoir comment tirer profit des travaux qui ont été faits côté l'ensemble des filières. On continuera sans doute à échanger et il faudra donc activer au-delà des propos. Sans doute, il faut avoir de la motivation. Le travail que vous faites tous et toutes, c'est une source de motivation. On a cette plateforme fantastique avec Amouage. Il y a des activités qui ont sans doute une connexion. On le voit sans doute sur le projet Blue Peace Media. On a mis en place sans doute donc un outil de coopération grâce au projet Blue Peace. Et donc, ma collègue Ora annoncera les gagnants, les vainqueurs de ces concours qui ont produit des projets médias qui ont été incroyables. Eh bien, on va le dire aujourd'hui, les annoncer aujourd'hui. Patricia aussi en a parlé du Mediasum qui est en train de se faire en parallèle. Des experts des communications ensemble avec les entrepreneurs sont en train de relancer des campagnes très innovantes pour mieux stimuler le marché. Eh bien, j'espère qu'on aura une réunion fantastique. Donc, un pool d'activités qui se produisent ensemble en simultané. Donc, on aura des sessions très, très intéressantes. J'ai hâte de parler avec vous après donc nos réunions. Merci beaucoup. Merci Aline, merci Patricia, merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Je m'appelle Cora et je suis la gestionnaire du projet de chez Siwas. C'est très, sans doute très stimulant d'être avec vous, de partager nos projets, des projets qui nous touchent très fortement, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Une des réunions par lesquelles nous sommes là, c'est parce que sans doute on veut combler cette brèche entre les journalistes et les problématiques réelles en région méditerranéenne. C'est ça où l'initiative Blue Peace Media Lab a relancé depuis quelques années. Cette initiative a comme objectif avoir sans doute un journalisme qui soit positif vis-à-vis de la question de l'eau, d'offrir des visions positives, d'offrir des systèmes pour relancer, souligner des solutions, partager des histoires de succès, changer la narrative sur l'eau, les problématiques de l'eau, et sans doute tout ce que nous sommes en train de créer ici est capital, très important. Afin de vous donner toute une série d'exemples, quelques exemples des projets qui ont été développés grâce à l'initiative Blue Lab Initiative. Donc, on a relancé une académie de journalisme en ligne où des jeunes journalistes, des amateurs journalistes se sont réunis pour créer de nouvelles idées, de nouvelles manières de communication, modalités de partager leurs histoires d'une manière plus innovative. Eh bien, il y a eu très vainqueurs grâce au travail qui a été fait dans l'académie en ligne. Et ensuite, la Mediathon qui est en train de se produire maintenant en parallèle. Comme vous savez, le Mediathon, c'est une activité qui inclut les professionnels de médias pour créer, pour stimuler des campagnes très intéressantes d'information qui démarrent dans la filière de l'eau, des énergies. Eh bien, les valeurs s'y réunissent, on partage des valeurs. Les journalistes, les médias sont en train d'offrir leurs capacités pour donc le faire. Et sans d'autres choses à dire, je dois annoncer les gagnants, les vainqueurs qui seront avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas, ici. Nous avons Rachid Montassir, le premier gagnant. Bien, c'est pas là, il n'y a pas un ordre spécifique. Les trois sont des vainqueurs. Hein. Rachid Montassi du Maroc, qui a écrit donc un article sur le système d'irrigation traditionnel Ketara dans la région où il habite. Rachid, tu es là? Tu peux saluer si tu veux. Rachid, tu es là?
Ensuite, Mohamed El Saïd d'Égypte, qui a écrit un article sur l'emploi de la science pour réduire la sécheresse en Égypte. Et finalement, nous avons Sahara Al-Shameri du Yémen, qui a fait un documentaire en vidéo qui montre le rôle des femmes pour la bonne gestion de l'eau au Yémen. Et donc, si vous voulez bien, Patricia, je peux donc partager le détail au chat, n'est-ce pas? Et aussi partager les liens des documentaires. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et de m'en donner les résultats du Mediathon. Merci beaucoup. Félicitations aux gagnants. Merci, Cora. C'est super, très intéressant. Et maintenant, nous allons passer la parole à Daniela. Oui, merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, depuis Ravat, on vous remercie de votre travail. J'espère que vous soyez tous en santé. Eh bien, depuis la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui travaille pour la sécurité, le changement climatique au nord de l'Afrique, au Proche-Orient, avec son siège ici au Maroc, c'est très bien d'avoir cette troisième conférence. Je tiens à remercier depuis nos corps à tout le monde de cette coopération qui a été parfaite, surtout Patricia Yannick et les autres comme Cora et d'autres gens qui ont contribué à cette expérience qui a été formidable. Eh bien, on a travaillé dans l'Académie de journalisme sur l'eau, je ne veux pas me répéter. Et donc, félicitations aux gagnants, aux vainqueurs qui ont fait donc des pièces, des travaux fantastiques. Dans cette conférence à moi, nous sommes en train de collaborer aussi dans le Mediathon. Demain, on aura les résultats. J'espère que vous serez aussi demain avec nous, n'est-ce pas, pour voir quels sont les résultats du Mediathon. Comme il a été dit, on stimule la coopération régionale, une coopération qui est vitale, qui est le cœur de notre travail, sans doute. Eh bien, on est très heureux parce qu'on voit donc qu'il y a une coopération de l'UPM, de l'AMOAJ, de SEWAS. Donc, je vous félicite de votre implication. Aussi, je salue la ville de Barcelone. Merci d'être avec nous. Merci à l'UPM. Eh bien, on travaille sans doute dans plusieurs sujets comme la bonne gestion de l'eau, gestion climatique, la bonne performance énergétique. Et aussi, on est capable de créer des plateformes pour le dialogue régional, interrégional, pas seulement au niveau des régions, mais entre les régions, pas à l'intérieur seulement des régions, mais entre les régions. C'est tout à fait important lorsqu'on parle des régions méditerranéennes. Lorsqu'il s'agit d'offrir ce type de plateforme, je dirais qu'Amboise est une opportunité fantastique. C'est un plaisir pour nous de faire partie de cette initiative pour la première fois cette année. Eh bien, c'est tout de mon côté parce que je sais qu'on doit donc donner la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup à vous tous, merci à votre fondation, merci beaucoup de votre apport. Eh bien, on vous remercie d'être si brève parce qu'on doit inviter aux orateurs. Et maintenant, je vais passer la parole à Juana Reda, qui est la modératrice aujourd'hui, qui va présenter le membre du panel. Vous avez la parole. Merci Patricia, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Merci à WASH de m'avoir invité à cette séance sur la coopération régionale sur l'eau et l'énergie dans la Méditerranée. Je m'appelle Rana H et je suis directrice dans l'Institut des politiques publiques et affaires internationaux dans l'Université de Beyrouth. C'est un grand plaisir d'avoir aujourd'hui nos speakers de institutions diverses et des sujets divers dans toutes les régions méditerranéennes. On a M. Isidro González, secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée, responsable de l'eau, l'environnement et l'économie verte, Micheline Marcham, du département de politique de l'UNESCO, d'ici à Europe, Somaya Zadam, qui est la représentante
tant sur le nord de l'Afrique, sur le panneau de conseil sur la prédiction des désastres dans la région de l'Afrique. Mais Al-Sayed est le responsable des communications sur le plan de réponse et du ministère des Affaires extérieures du Liban et il coordonne aussi les départements de coordination d'autres endroits. Monsieur Khaled Suleiman du Pakistan, il est l'auteur de changement climatique, la sécheresse de l'Irak. Pour se mettre un peu dans le contexte, je dois vous dire que c'est évident que les pays de la région méditerranéenne ont des défis plusieurs en ce qui concerne à court et à long terme, dû à l'insécurité politique, l'instabilité macroéconomique et aux problèmes de sécurité. Enfin, il y aura un impact important à cause du changement climatique dans la région de la Méditerranée. Les projets sont qu'il y aura une augmentation de 2 degrés vers la moitié de ces décennies et il y aura une augmentation du niveau de la mer et il y aura une augmentation de la sécheresse et des inondations, surtout dans les endroits urbains. Tous ces facteurs et ces liens et interdépendances entre les ressources, surtout l'eau, l'énergie et la nourriture, pourront provoquer une diminution de 50% de la production agricole et de 60% de l'équilibre alimentaire dans la région méditerranéenne. Devant ces défis et devant l'urgence de s'adapter de la part des pays, il y a des questions très importantes qui se présentent sur quel est le rôle et le mécanisme de collaboration entre les pays divers en ce qui concerne une intégration intégrative, collective, et surtout pendant cette époque. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que les pays devraient penser à quelles sont les circonstances actuelles et comment ils devraient s'ouvrir face à une collaboration plus générale, comment on peut collaborer et quelle est l'importance des ressources, surtout en ce qui concerne certaines ressources spécifiques sur l'eau et l'énergie. Comment on peut collaborer dans la région méditerranéenne pour s'adapter au changement climatique, pour atteindre un développement économique et quels sont les mécanismes et les instruments qui pourrait contribuer à ces défis entre les pays de la région méditerranéenne et pourquoi on avance vers une approche plus intégrative en ce qui concerne l'eau, l'énergie, la nourriture aussi probablement dans cette région. Pourquoi c'est important pour cette région méditerranéenne et quelles sont les lois qui impliquent les acteurs divers en ce qui concerne la collaboration parmi eux. On va commencer aujourd'hui avec la présentation de nos speakers qui nous vont nous donner des idées générales sur ces sujets pour essayer de résoudre ces problèmes. Et après, on va leur poser des questions spécifiques et finalement, on répondra aux questions des autres personnes qui nous suivent. Donc, on va commencer par Monsieur Isidro González, qui est sur l'écran. Bonjour.
Bonjour à tous de l'Espagne, de Barcelone aujourd'hui, hier du Madrid, et je suis contente de vous voir tous. Mes félicitations pour vous être réunis dans cette période, parce que ce qui se passe maintenant dans cette région et dans toute la planète va changer nos vies d'une façon ou d'une autre. Et on doit se préparer, vous savez, on doit travailler dans une agenda positive post-pandémique et insister sur l'importance de travailler tous ensemble, surtout dans une région qui est très affectée par le changement climatique. On a découvert dans un rapport de MEDEC, l'Association des scientifiques sur le changement climatique, que la région méditerranéenne est la deuxième région plus affectée dans la planète pour le changement climatique, seulement après la région arctique. Les températures augmentent à 20% plus rapidement que dans d'autres parties de la planète. Donc, la situation est très sérieuse. La température va augmenter de 2 degrés, 2,2 en réalité, 2,2 en 2050. Il y aura une augmentation du niveau de l'eau aussi. Et il y a d'autres prédictions pas très stimulantes qui nous encouragent à travailler ensemble. Pour répondre à vos questions, et pour ne pas me prolonger trop, la variabilité climatique et la vulnérabilité climatique de la Méditerranée a un impact sur tous les secteurs et a fait que le manque d'eau s'aggrave dans la région. La population méditerranéenne représente les 7% du monde, mais on n'a que les 7% de l'eau de la planète. Donc, il y a un décalage très important que l'on doit gérer en quelque sorte. Évidemment, ceci produit de l'émigration. Et les gens risquent leur vie dans des drames humanitaires qui nous affectent tous. Et nous, on doit bouger, vous savez, pour essayer de trouver des solutions. Il y a 2 millions de personnes dans la Méditerranée qui émigrent parce qu'ils sont désespérés pour trouver un avenir meilleur pour eux. Donc, ceci est dû en grande partie aux problèmes climatiques et aux problèmes d'adaptation au changement climatique. Même si maintenant on se trouve dans une crise due à la pandémie, on ne doit pas oublier d'accomplir les ODD, surtout en Europe. Lorsque l'Europe a approuvé le Green Deal en décembre, il a souligné, et c'était le message de Barcelone aussi, maintenant, lorsqu'on a célébré le 25e anniversaire du processus de Barcelone, on a lancé ces messages aussi et on a lancé une agenda plus verte aussi. Donc, on va continuer à travailler dans tous ces domaines. L'approvisionnement de l'énergie sera affecté aussi. Il y a tellement de problèmes à résoudre que moi, je ne peux pas. J'espère d'écouter toutes vos présentations. Et maintenant, donc, je vous passe la parole à vous, les spécialistes. Merci. Maintenant, on va passer à Lula Majlani. Merci pour cette présentation. Pour cette réunion très importante. Cette session est très importante. Cette session, en ce qui concerne l'eau et l'énergie, vous avez ajouté les changements climatiques. J'ajouterai la nutrition aussi, l'alimentation. Ces problèmes sont très importants dans la région méditerranéenne. Maintenant, la plupart de la population arabe vit autour de la Méditerranée. Les
États peuvent améliorer beaucoup si ils regardent quels sont les problèmes de l'intégration, surtout lorsqu'on a entamé cette discussion sur le fait qu'il y a un manque d'eau. On est affecté gravement par les changements climatiques et on doit avancer en ce qui concerne nos besoins d'évolution, de développement. Et ici, c'est où il y a les dilemmes. Quelles doivent être les priorités à traiter? En fait, je crois que ces questions ont besoin d'être vues d'une façon intégrée parce que un investissement dans un secteur peut provoquer d'autres investissements aussi. Par exemple, si on investit en technologie de l'eau, ça peut contribuer à améliorer les problèmes du changement climatique à travers les technologies. Et ça peut aider aussi à augmenter la productivité du secteur agricole, à alimenter davantage de personnes, à nourrir davantage de personnes, à utiliser nos ressources d'une façon efficace. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire si on investit dans un secteur et les résultats produisent un manque d'eau pour l'agriculture, par exemple, alors on verra des effets qui ne seront pas normaux. C'est pourquoi c'est important de faire une planification correcte, faire une coordination correcte. Un autre élément important aussi, c'est-à-dire on doit être coordonné. L'agenda 2030, lorsqu'elle a été lancée pour la première fois, c'est-à-dire tout le monde veut parler des défis de cet agenda qui sont une approche interconnectée, c'est-à-dire les 17 objectifs sont interconnectés. On ne peut pas s'en choisir un ou l'autre. Je veux accomplir cet objectif cette année, l'autre l'année prochaine. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit regarder à cet agenda d'une façon holistique, complète. Cependant, ceci pose de complexité en fait, parce que lorsque l'on travaille au niveau sectoriel et on se concentre sur un secteur, ceci produit un effet linéaire, c'est-à-dire on a des résultats, on analyse quels sont les impacts dans un secteur et c'est beaucoup plus facile d'analyser les choses de cette façon, c'est-à-dire on a des acteurs limités, mais lorsque l'on travaille d'une façon intersectorielle, c'est plus... oui, c'est vrai, on a besoin de la coordination, de la planification à différents niveaux et on a besoin de temps pour ceci. Nos systèmes ne sont peut-être pas préparés au niveau sectoriel. On a des échanges auxquels il faut penser. On doit penser si on le regardait d'un hélicoptère, vous voyez, on ne peut pas penser qu'à son secteur précis. Et c'est pour ça qu'on a créé l'agenda 2030 qui repose sur les droits humains, évidemment, pas sur des secteurs spécifiques. À niveau national, régional et à niveau global. Si on retourne au niveau régional, ceci pose un problème très important parce qu'on importe la plupart de notre nourriture, nous, à cause du manque de sol disponible, au manque d'eau, l'accès limité aux technologies vertes qui puissent appuyer et contribuer à l'augmentation de la productivité.
Et on ne parle pas que de productivité contrôlée. On parle de la productivité par hectare des sols, des terres, la productivité pour chaque goutte d'eau. Tout ceci est très important, pas seulement la production en termes de dollars. D'accord, c'est la on doit parler de la quantité de personnes que l'on peut alimenter par chaque goutte d'eau. C'est comme ça qu'on doit regarder la question d'une façon interconnectée. Autrement, on va perdre, vous savez, on va perdre. Voilà le problème. On ne pas soutenir notre travail, nos plans ou nos résultats sans une collaboration entre nous tous. Je m'arrête ici. J'ai beaucoup plus de choses à vous dire, oui, mais peut-être après. Oui, oui, je vais vous donner la parole après. Merci. Maintenant, nous allons passer à Monsieur Khaled Suleiman. Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait heureux d'être parmi vous et vous parler de ce sujet qui est un sujet énorme, qui est un sujet très important. Le sujet est la problématique de l'eau. En tant que journaliste sur ces sujets, surtout au nord de l'Afrique, au Proche-Orient, je désire sans doute vous offrir une perspective plus journalistique, pas technique, parce que il y a des questions qui sont trop techniques. Et en fait, moi, je suis journaliste, donc ce que j'essaye de faire, c'est d'humaniser, de rendre plus humaine la problématique du changement climatique, du manque de l'eau, et quelle est donc l'échelle humaine sur ce type de problème. Finalement, le changement climatique est un phénomène mondial. De ce fait, les problèmes sociaux ont un lien très fort avec le changement climatique. C'est ça ma perspective sociale et changement climatique. Normalement, en Méditerranée, en région méditerranéenne, on parle de ce qui se passe à présent et qu'est-ce qui s'est passé il y a une décennie, 2 décennies avant. Je veux par contre parler de l'avenir. Qu'est-ce que va se passer d'ici 3 décennies? Très récemment, je publiais un article en arabe dans une plateforme média à Beyrouth qui parle sur ce qui se passera dans cette région selon les données de la recherche scientifique qui a d'ores et déjà été publiée grâce au travail de l'MIT aux États-Unis. À cause du changement climatique si rigoureux dans cette région, nous allons perdre d'ici 3 décennies, nous allons perdre d'ici 3 décennies entre 60 et 40% de précipitations. Donc, cela, sans doute, peut causer beaucoup de challenges, beaucoup de défis, nous posera beaucoup d'obstacles dans notre région, n'est-ce pas? De ce fait, ma réponse à cette question, pourquoi il est important de parler de notre région, je le dis clairement, parce qu'il nous faut informer correctement pas seulement le gouvernement et l'ensemble d'institutions, c'est ce qu'il nous faut, c'est de transmettre la réalité à la population locale, aux communautés. On doit être conscient de ce qui se passe. En réalité, on doit se concentrer par rapport à comment les médias peuvent jouer un rôle capital pour bâtir des ponts entre les communautés locales, entre les scientifiques, les institutions, les autorités gouvernementales. Donc, celle-ci est ma question.
Donc, je pourrais vous en reparler après des autres initiatives et des idées performantes et de l'innovation que nous pouvons faire en tant que journalistes. Merci. Parfait, merci. Je reviendrai à vous après parce que votre approche est tout à fait très intéressante. Maintenant, nous allons passer la parole à May. Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, chers collègues, chers orateurs distingués. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit par M. Zrim et Mme Gonzalez et les autres participants. On n'a pas le temps de le faire, donc l'approche sectorielle, ce n'est pas suffisant pour travailler dans les sujets et de l'eau et changement climatique. Depuis la dernière conférence 2011, on a passé à l'intégration. Pas seulement on a intégré l'eau et l'énergie. Maintenant, on a sans doute une approche plus ouverte dont M. Driss nous en a parlé et qui rend plus facile le renforcement de la sécurité alimentaire lorsqu'on est capable de garder les écosystèmes. Il faut sans doute se concentrer dans la performance et pas être isolé. Si on a en considération toutes les crises, tous les challenges, tous les défis qui ont été mentionnés par M. Gonzalez et les autres participants, cela nous exige sans doute de renforcer les ressources. L'augmentation de la population, la sécheresse, cela nous permettrait sans doute activer des stratégies pour mieux connaître la disponibilité de l'eau, les points faibles du système énergétique. On ne peut pas, en tant que pays isolé, on ne peut pas, comme communauté isolée, lutter contre le changement climatique, le manque de ressources en eau. Donc, il nous faut renforcer les efforts, travailler, nous tous ensemble, avoir sans doute une participation plus holistique en incluant la jeunesse, les femmes, les médias, et aussi donc mieux connaître les impacts du changement climatique dans notre région. Et au-delà, nous avons sans doute on doit connaître quels sont les points faibles, les plans plus vulnérables d'après le développement des Nations Unies, les objectifs du développement des Nations Unies. Plusieurs millions d'habitants de notre planète auront problème pour avoir accès à l'eau potable. Donc, il faut sans doute avoir une approche qui porte sur l'accès à l'eau. Il faut passer de cette perspective sectorielle, avoir une perspective plus intégrée afin de résoudre les conflits, tout en respectant sans doute le limite environnementale et aussi pas oublier le problème. Si j'ai donc raté ce qui se passe en Europe, sans doute nous montre comment le système énergétique est de plus en plus vulnérable pour réduire le problème avec la disponibilité de l'eau, aussi comme on a dû couper l'approvisionnement énergétique. Il faut comprendre sans doute l'approvisionnement de l'eau, mieux analyser l'énergie, le système énergétique, évaluer les impacts sur les ressources en eau. De ce fait, je pense qu'on doit mieux coordonner les ressources en eau. Il faut sans doute identifier, mieux informer, mieux coordonner des politiques pour la décarbonisation et aussi mettre sur place sans doute quelles seront les stratégies pour l'avenir. Cela nous exige sans doute nous concentrer sur les renouvelables afin de capturer les synergies et profiter de cette approche. Cela nous exige sans doute renforcer l'intégration, mieux connaître les politiques, la législation et aussi le lobby institutionnel. Dans la région MENA, malheureusement, nous avons des settings, des cadres politiques avec lesquels on a travaillé très dernièrement pour capaciter les institutions afin qu'elles soient capables de mieux participer, lutter pour la défense de cette approche holistique dans notre région. Donc, si je reviens à votre question que vous avez posée il y a quelques minutes, il y a de très bonnes histoires de notre région.
sur la bonne gestion alimentaire, la bonne gestion de l'eau et aussi sur une perspective du respect aux écosystèmes grâce au JWMed. Donc, on a pu mettre en place sans doute toute une série d'activités entre la Tunisie, la Libye, l'Algérie. On a des histoires de succès. Et cela impose des priorités ce qui vont de la gouvernance, la coopération, aussi l'infrastructure et l'innovation. De ce fait, la solution consiste à 65 actions, le travail qui a été fait dans la région, mais cela suppose qu'il faut d'autres choses à souligner. Et donc, je tiens à remercier beaucoup à moi, la CEWAS, d'avoir engagé le journaliste. Et très récemment, depuis la dernière année, nous nous sommes engagés dans les activités de l'AFDI, dans la formation, comment présenter des solutions pour le média, pour les gens qui sont dans notre région, pas seulement voir quelle est la situation, les problèmes, et quelle est donc l'expérience des experts et donner plus de sons. Mais quand même, dans notre région, il nous faut travailler encore plus les données, capaciter les gouvernements pour trouver les solutions plus performantes. Et donc, ce n'est pas seulement qu'on puisse avoir d'histoires de succès dans la région à échelle régionale, mais aussi à échelle locale. Il nous faut trouver des solutions. En dépit, sans doute, des coupures qu'on a subies au Liban, le manque d'eau, on a eu sans doute donc des histoires de succès dans les différentes vallées pour la bonne gestion agricole et on a inclus toute une série de pratiques, de techniques pour réduire la pollution agricole et la bonne consécution des stratégies agricoles. Et par rapport à la question des acteurs, quels sont les acteurs qu'on doit inclure à échelle institutionnelle, la société civile, etc. Vous êtes en train de faire un travail énorme, comme on fait aussi au Liban. On offre des plateformes pour introduire des solutions dans la région. Donc, je préfère m'arrêter ici. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. On reviendra à vous après. Parce que vous avez sans doute beaucoup de capacités comme journaliste. Le rôle, n'est-ce pas, des médias est capital. Maintenant, nous allons passer au dernier intervenant. Vous avec nous, Monsieur Oumedia ou Madame Oumedia? Oui, Madame Oumedia, oui, je suis là. Je suis très désolé parce que ma caméra ne fonctionne pas. J'essayais de faire mon mieux, mais je n'ai pas réussi. Pas de problème. Si vous pouvez donc aller... sinon, on peut avancer. Bon, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je voudrais donc démarrer cette présentation et en vous disant comment l'eau est la force la plus importante de la nature. Aussi, il s'agit d'une ressource naturelle et donc il est capital pour le développement, aussi les écosystèmes, et aussi pour les humains, etc. L'eau se rapporte à tout, à l'énergie aussi, et l'eau et l'énergie sont très proches. Le secteur de l'eau est très important, était un consommateur important d'énergie, le traitement de l'eau, l'assainissement, donc il est important et urgent de gérer bien les ressources de l'eau. Quels sont ces deux éléments vont créer de nouveaux investissements et créer nouvelles forces d'énergie, probablement sources d'énergie qui sont très importantes pour comprendre quels sont les liens entre les systèmes de l'eau et de l'énergie et quelle est l'importance
d'appliquer, de créer, de développer les systèmes, les infrastructures plus importantes, performantes. Mais il y a des défis partout et si l'on pense des défis maintenant, on en a plusieurs en ce qui concerne les liens de l'eau et de l'énergie, par exemple. La manque de faisabilité, les manques de données intégrées, les manques d'eau fraîche, le manque de ressources tels que les problèmes comme l'échauffement de l'eau, la salinisation, etc. Et pour la région méditerranéenne qui a seulement les 3% de ressources de l'énergie, mais cette eau est utilisée par une grande quantité de personnes. Il n'y a pas de proportion. Donc, il y a une distribution irrégulière d'eau des pluies. Ceci a un impact sur la productivité agricole aussi. Comment on peut faire face à ces défis? On a besoin de données sur l'usage de l'eau dans le secteur de l'énergie. Et ceci peut être fait en mesurant quelle est l'empreinte énergétique pour produire chacun de ces biens et de ces services et comment appliquer des solutions partout dans la région méditerranéenne. Il y a besoin de créer des exemples, des supérations de défis qui posent l'eau et l'énergie. Il faut collaborer davantage à travers des engagements qui se traduisent par des actions. Et le gouvernement, les sociétés privées et la société civile doivent travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Je m'arrête ici pour l'instant. Et comme ça, on peut continuer à discuter sur ces sujets si importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux m'adresser à Monsieur Isidro à nouveau. Je sais que vous et votre société avez collaboré beaucoup, avez créé beaucoup d'accords de coopération et avez créé des mécanismes de coopération parmi les pays méditerranéens sur l'eau et sur d'autres sujets. Sur la base de votre expérience, comment on peut analyser les progrès que l'on a fait pendant des années en ce qui concerne la coopération à niveau sectoriel, mais aussi en ce qui concerne une approche d'intégration? Merci, Rana. On travaille à deux niveaux, si vous voulez. On travaille sur l'application des projets qui ont été labellisés. Ça se fait à niveau politique par les membres de l'Union européenne. C'est l'approche la plus importante parce qu'ils ont des perspectives sur 42 pays. Donc, c'est plus facile pour eux de savoir comment créer des bonnes opportunités pour avoir des fonds et pour avancer sur l'application des projets parce que les pays d'accueil savent ce qui se passe dans leurs pays respectifs, mais pas à niveau global parfois. Et on se prépare dans des secteurs divers aussi. Par exemple, sur l'eau, il y a quelques années, on a fait une réunion ministérielle sur l'eau. On a fait une réunion avec les 42 membres de l'Europe. La dernière réunion a été faite à Malte et dans quelques années, on va organiser une autre réunion. L'année dernière, on a travaillé sur l'énergie et au début de l'année prochaine en Égypte, on va aussi organiser une réunion au niveau ministériel sur l'environnement et l'action climatique, qui est un sujet extrêmement important.
Et si l'on parle de secteurs divers, on peut dire que l'on a appliqué, développé des politiques générales dans des domaines divers. Par exemple, on a continué à travailler pour améliorer les qualités des genres. On travaille sur la gestion de l'eau aussi. On travaille énormément pour développer la conscience sur l'importance d'augmenter l'emploi de jeunes et des femmes. C'est important pour les femmes de la Méditerranée qui représentent le 25% seulement de la force de travail dans la région méditerranéenne. Il faut leur faciliter l'accès complet au marché du travail. Il faut le faciliter pour les jeunes aussi. Ils sont notre avenir. On a la génération qui est probablement la meilleure préparée dans notre histoire de la Méditerranée, dans la plupart de nos pays. Il y a une grande majorité de jeunes qui n'ont pas de travail. Donc, on insiste sur l'importance de développer le travail pour les jeunes. Enfin, on travaille sur tellement de choses que je vous ai mentionné seulement quelques exemples en ce qui concerne les politiques d'immigration aussi. On essaie de souligner l'importance de l'égalité des genres pour ne pas stigmatiser l'immigration. L'immigration doit être vue d'une façon diverse, elle doit être approchée d'une façon tout à fait différente. On travaille aussi pour promouvoir l'innovation sur le secteur de l'eau et sur le secteur de l'énergie, etc., etc., etc. On a beaucoup travaillé jusqu'à présent. Comme vous le voyez, il y avait une question qui était posée sur notre succès pendant les dernières années. Je peux vous avancer que pendant cette période, lorsqu'on a signé la déclaration de Barcelone en 1995, on a souligné l'importance de travailler ensemble. Seulement dans les pays du sud de la Méditerranée, il y a un niveau de commerce très bas, surtout vers le sud. On doit travailler pour augmenter la connectivité des marchés ici et leur intégration. C'est la seule façon d'avancer pour ces pays surtout. On travaille aussi pour renforcer les partenariats institutionnels. On est en contact avec des organisations diverses internationales dans la région méditerranéenne, par exemple avec l'UNESCO. On travaille avec sa section de eau et de l'énergie. On travaille avec la FAO qui se trouve à Rome aussi. On veut lancer une plateforme de nourriture internationale qui commencera à travailler aussi bientôt. Et on travaille avec quelques agences de l'UNESCO qui sont impliquées dans la Méditerranée aussi, UNEPMAP, etc., etc. Je pourrais vous parler jusqu'à minuit, en fait, mais je crois qu'il est mieux que je passe la parole à une autre personne. Pensez-vous qu'au long des années, le travail avance vers une approche intégrative? Est-il évident que vous avez travaillé de réunions ministérielles sur l'eau, sur l'énergie? Pensez-vous qu'on commence à travailler la même langue, qu'on commence à avoir une pensée plus intégrative? Pensez-vous? Ça dépend de la perspective que vous prenez en considération, en fait. Il y a beaucoup de dialogue entre les pays pour organiser ces réunions ministérielles. Évidemment, ce ne sera pas une panacée, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Évidemment, ça va contribuer à résoudre les problèmes. Et on va parler des problèmes que l'on a en commun, parce qu'évidemment, les changements climatiques ne connaissent pas de problème. Le problème de l'eau
nous appartient, nous concerne tous en fait. On est tous affectés par ces problèmes et on voit que l'on peut travailler ensemble malgré des problèmes de politique qu'il y a entre les différents pays. On peut créer une agenda positive sur l'environnement, l'eau, même sur le problème de l'énergie qui commence à se compliquer dans l'Est de la Méditerranée, comme vous le savez. Mais enfin, il faut trouver des solutions, il faut dialoguer en fait. On ne doit pas appliquer des solutions agressives, pas du tout. Surtout maintenant. Maintenant, il faut parler ou dialoguer, discuter plus que jamais. Peut-être je vais vous poser la même question en ce qui concerne les pays du sud de la Méditerranée et les pays partenaires. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup dernièrement? Comment voyez-vous, comment analyser les défis qui se posent dans ces pays et leur succès? Merci, Rana, merci beaucoup. Avant de parler sur l'évolution ou les progrès ou leur évaluation, permettez-vous que je souligne un peu quel a été notre travail. On a travaillé dans cette région pendant si longtemps. Et on a une histoire si prolongée et on a eu tellement de succès. Mais je vais vous parler seulement des initiatives récentes que l'on a entamées et qui sont importantes pour les sujets qui concernent un développement intégral. On a travaillé pour développer la capacité de nos pays membres sur la capacité de penser sur la prochaine approche, que ce soit l'énergie, l'eau, l'agriculture, tous ces sujets combinés, les changements climatiques. On a discuté pour très longtemps. Et récemment, on a atteint un grand défi. On a atteint avec notre partenaire l'Organisation arabe pour le développement de l'agriculture, la FAO, on était capable d'appuyer la première session ministérielle qui a ramassé des ministres de l'agriculture et des ministres de l'eau. C'était la première fois. Ça s'est passé en 2019, cette réunion, je veux dire. Et c'est une réunion qui va s'organiser toutes les 2 années où tous les ministres de 2 ministères vont discuter sur des sujets qui concernent l'eau et l'agriculture. Et c'est un défi très important parce que c'est un niveau structurel, un niveau ministériel avec le personnel interne. Et avec cette approche ministérielle, on a appuyé le développement d'un comité technique ici qui organise l'agenda des ministres, c'est-à-dire lorsque les ministres prennent des résolutions, ils sont conseillés par ces comités techniques aussi et par d'autres partenaires, bien entendu. Je crois que cette structure en soi, c'est un défi déjà, c'est un succès, surtout lorsque l'on pense à ces défis. Maintenant, on est en train de discuter sur la location de l'eau, en fait. Ou la location de l'eau, oui, pour créer des structures, des stratégies qui nous fassent progresser. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'ils discutent ensemble, mais ils mettent en contradiction leurs plans respectivement. Même lorsque le ministre de l'Agriculture est le même ministre que le ministre de l'eau, et ils
cette personne ne parle pas avec soi-même parce qu'il a des techniciens sur l'eau et d'autres sur l'agriculture. Évidemment, ces deux départements ont des plans différents. En plus, on a entamé 3 initiatives pilotes sur la génération électrique moyennant un système d'hydrotransmission en Tunisie. On a un sujet pilote en Syrie sur un système de photovoltaïque pour le pompage de l'eau souterraine et de même en Égypte. Ce sont des projets pilotes en cœur et l'on voudrait utiliser ces 3 projets pilotes comme des cas d'exemple pour générer du progrès dans notre région. Maintenant, on est en train de travailler dans un groupe de technologies diverses pour s'occuper du changement climatique et sur des problèmes d'efficacité écologique. C'est compendium vert s'adresse au secteur de l'agriculture et on espère que vers la fin de l'année, on aura un dessin online basique et on aura la capacité d'utiliser cet outil très près. Cette plateforme, je veux dire. On est en train de travailler sur quel est l'impact du changement climatique. C'est un projet très important pour nous. Et Ricard s'en occupe. Et notre projet vise la région tout d'abord et après on la divise par des radios de 15 km pour analyser quel est l'impact du changement climatique jusqu'à la fin de ce siècle. Et maintenant, de cette façon, les régions ou les zones peuvent profiter des données de notre analyse. Un autre problème très important que l'on doit analyser est l'approche au niveau régional et subrégional. La plupart de nos problèmes sont internationaux. Les problèmes de l'eau, par exemple. Que l'on parle de eaux souterraines ou pas. La plupart de notre eau vient d'en dehors de notre région. Ça, c'est une question environnementale très importante. Ces régions, problèmes environnementaux, n'ont pas du tout de frontières. On doit collaborer pour utiliser nos ressources naturelles, pas pour les générations futures, mais pour les actuelles aussi. On a une responsabilité, de la responsabilité à notre niveau, au niveau des adultes et pour les enfants aussi. Je voudrais partager aussi avec vous une idée précise. Avant, je dis que cette approche nécessite beaucoup de temps aussi. Les dialogues, les discussions sont très importantes parmi nous et parmi les experts. Les experts ont besoin de partager leur expérience pour améliorer leur travail. On essaye d'élargir, de diversifier les acteurs autant que possible pour élargir aussi l'impact dans les plusieurs secteurs. On doit aussi créer un lien entre la science et la politique. Ceci est très, très, très important. On ne peut pas avoir des docteurs en quoi que ce soit ou des chercheurs qui soient laissés de côté. OK? On ne peut pas avoir des études qui soient oubliées. Ah oui, on va revenir là-dessus en réalité parce que beaucoup de conférenciers ont parlé sur l'importance des données. Donc, on va revenir là plus tard. D'accord, j'attendrai pour en parler plus tard. Alors, ma question est comme un grand éléphant dans la salle, comme
une question qui se rapporte au changement géopolitique, Khaled. Si l'on parle d'énergie dans la région de l'Est de la Méditerranée, si l'on parle de l'eau en Irak, en Iran, est-ce que c'est faisable de parler de la coopération régionale en ce qui concerne les ressources? C'est faisable? Merci. Je voudrais dire qu'il y a des cas de succès très importants dans le monde. Les premiers est la commission la rive du Mékong. Le deuxième, c'est Vietnam, Thaïlande, le Laos et la Cambodge. Donc, pour le Mékong. Et la deuxième expérience entre le Mali, le Sénégal. C'est la création de cette espèce de confédération entre les problèmes de l'eau et la capacité de partager de l'eau est un exemple très important pour nous. Malheureusement, jusqu'à présent, au Moyen-Orient, entre l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Syrie et d'autres pays, il n'y a pas eu de travail de confédération sur l'eau dans cette région. On a l'expérience de 5+5 qui fonctionne très bien et il y a eu beaucoup de projets et des mécanismes pour partager de l'eau ou des données parmi les pays. Ce que je voudrais ajouter est le suivant. Comment on peut impliquer les communautés? Comment on peut impliquer les locaux sur ces projets ou dans ces projets, dans ces types d'idées innovatrices, sans la participation des populations, des locaux? Sans eux, vous savez, on ne peut pas dire si un projet pourra se réaliser ou pas. Par exemple, l'Irak. Lorsque l'on parle sur la Turquie et l'Irak, la Turquie a quelques commentaires à dire sur la gestion de l'eau en Irak. Et ceci dépend de la population locale, vous savez. Ceci dépend du conflit local en Irak. Récemment, en Irak, j'ai passé 3 mois en Irak l'année dernière lorsque je travaillais sur mon livre. Et je vis qu'il y avait énormément de conflits. Même, je peux dire que les locaux luttaient pour l'eau, les communautés locales, je veux dire. Avant de créer la collaboration entre les pays, on doit résoudre les problèmes à niveau local, vous savez. On doit changer la mentalité des communautés. On doit trouver une façon différente de gérer l'eau. Oui, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous développer la conscience dans les communautés locales afin qu'ils avancent vers une utilisation plus efficace des ressources? Comment on peut le faire? Par exemple, lorsqu'ils n'ont pas suffisamment d'eau, jusqu'à quel point c'est facile de demander aux communautés locales qu'ils commencent à prendre des mesures lorsqu'ils s'attendent au fait que ces mesures arrivent d'un niveau supérieur? Les médias et les journalistes peuvent jouer un rôle crucial, très important en ce qui concerne réveiller la conscience des populations. Deuxièmement,
les communautés locales pour développer la conscience entre les communautés locales et entre les gouvernements. Je ne parle pas du gouvernement central, d'accord, parce qu'on doit penser à la façon de décentraliser la gestion de l'eau. Malheureusement, jusqu'à présent, dans tout le pays, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, il y a une sorte de centralisation de la gestion de l'eau qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc, il faut reconsidérer ces questions, la repenser. Il faut trouver une autre façon de gérer l'eau. Je parle de décentraliser cette politisation, par exemple. Un exemple seulement, on peut parler des smart cities, par exemple, qui ont trouvé, et on peut trouver une façon efficace de gérer l'eau. Et ils peuvent trouver des solutions qui reposent sur la nature. Dans les pays du sud de la Méditerranée, on voit que nos villes peuvent repenser ces façons innovatives de gérer l'eau, une nouvelle façon d'impliquer les communautés locales pour trouver des solutions. Parfois, vous savez, les solutions arrivent d'une façon très naturelle, de la part des communautés locales. Par exemple, la reforestation. Comment on peut utiliser l'eau, les ressources. Lorsque j'étais un petit enfant au Kurdistan, ma famille, mon village, réutilisait l'eau, par exemple. Alors, pourquoi l'on ne applique pas ces modèles d'utilisation de l'eau? Ce que je vous dis est qu'il est très important de faire une recette des valeurs, des cultures, de quelques cultures populaires en ce qui concerne la gestion de l'eau. La solution ne viendra pas du niveau scientifique, non. Il y a un autre niveau pour penser à trouver de nouvelles façons de résoudre nos problèmes actuels. Merci. Je voudrais continuer cette discussion d'en bas en haut pour trouver des façons intégrales de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a de la coopération internationale en ce qui concerne l'eau, l'énergie, par exemple? Au Liban, par exemple, ils n'adoptent pas cette approche. Il n'y a pas une compréhension générale sur l'importance de travailler tous ensemble. Est-ce qu'il est important de travailler à niveau international lorsque ça ne se passe pas à niveau national? Vous le connaissez très bien. En 2011, par exemple, une initiative a été développée par un groupe social avec la Turquie, le Liban, l'Irak, la Syrie. L'Irak, c'était une partie de cette initiative. Cette initiative a développé les expectations de la région en ce qui concerne la meilleure gestion de l'eau. On parlait sur comment collaborer pour utiliser mieux les eaux du Sénégal, du Nil, etc. Quelques pays ont des problèmes dans leur pays même. Mais de toute façon, ils avaient trouvé des solutions. Ils ont essayé de penser d'une façon plus large, développer une situation de gagnant-gagnant.
Mais malheureusement, dû à l'instabilité en Irak et au Liban et à la guerre de la Syrie, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, de progrès dans cette initiative qui maintenant est coordonnée par la Turquie. Cependant, il y a encore beaucoup de problèmes entre la Turquie et l'Irak en ce qui concerne aussi le les eaux des rives diverses et les barrages surtout. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espoir maintenant. Malheureusement, maintenant, il n'y a pas d'indicateurs qui nous disent qu'il y a de la coopération internationale entre ces pays. Et comme je vous l'ai dit, dans ces pays, surtout au Liban, ces stratégies n'ont pas été créées. Cependant, on sait que on doit se concentrer sur les opportunités et savoir que on n'a pas beaucoup de temps à perdre parce que le changement climatique peut développer cette coopération. Au Sénégal, c'était la sécheresse qui a fait que les régions coopèrent dans les régions du Rhin. En Allemagne, par exemple, c'était la pollution qui a poussé les différents groupes à développer. Donc, on voit qu'il y a parfois des problèmes qui mènent aux gens à collaborer dans les rangs, en Allemagne par exemple. Ils ont vu que si ils ne collaboraient pas, cette pollution allait les tuer. Donc, surtout la pollution dans les rives, dans les fleuves. Donc maintenant, on est en train de travailler en Irak, au Jordan, au Liban aussi, mais malheureusement, surtout dans notre pays, à cause de l'instabilité économique et politique, vous savez qu'on a un nouveau gouvernement tous les 6 mois dans notre pays. Alors, tous ces facteurs endommagent les progrès de développement. Cependant, il y a un rôle à jouer de la part de la société civile. On a fait beaucoup de recherches, on a créé beaucoup de documents, on a fait beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la sécheresse, etc. Et on sait que la coopération régionale, à la fin, ce qui fonctionne le mieux. On explique aux acteurs quels sont les avantages. Et si on se concentre sur les opportunités, on voit que c'est beaucoup plus facile de défendre cette approche internationale. Je crois que je vais lui poser la même question à Soumaya. Quelles sont les réformes clés qui doivent s'entamer au niveau régional pour commencer à trouver des points de base de collaboration dans les pays de la Méditerranée? Nos systèmes politiques sont-ils prêts à créer cette approche vers une réponse, pensez-vous? Soumaya, est-ce que vous êtes là? Je crois qu'elle avait des petits problèmes de connexion avant. Elle ne parlait pas là pour l'instant. Bon, dommage. Enfin, je voudrais poser cette même question à M. Isitre. Quels sont les pays individuels qui ont besoin d'avoir ces points pour augmenter la collaboration au niveau régional? La première chose que les pays doivent admettre est qu'ils ne peuvent pas faire les choses mieux s'ils sont tous seuls. On a besoin de la collaboration internationale, on a des outils, on a des instruments. Et jusqu'à un certain point, on doit travailler ensemble. On l'a toujours dit, mais ceci n'a pas toujours été fait. Mais
si on organise ces séminaires en Turquie en 2050, on va voir à quel point on en est. On pourrait dire, vous vous souvenez qu'on s'est réunis en 2020 et quels étaient nos projets. Enfin, les citoyens habituels ne croient pas que toutes ces prédictions dramatiques vraiment se produisent dans des secteurs divers dus aux conséquences climatiques, dû au manque d'eau, dû au manque de collaboration entre les institutions et les pays. En Europe, on a vécu des guerres très graves en réalité. Et certains pays ont commencé à ignorer les dialogues. Et vous savez, la guerre mondiale, on était des résultats. Donc, on doit l'éviter, on doit combiner nos mesures en réalité et créer un consensus, arriver à un accord et impliquer les politiciens sur les problèmes. Mais maintenant, parce que maintenant, on a les mêmes problèmes dans nos pays. Donc, il faut que l'on travaille ensemble. Et maintenant, à la fin de novembre, le 27 de novembre, on va célébrer notre forum annuel, qui est la réunion des ministres des Affaires extérieures de 42 membres. Et le 26, il y aura à Barcelone la présentation de la nouvelle politique de l'Union européenne. Les deux choses ont été organisées simultanément et on espère savoir quels sont les plans de l'Union européenne pour la Méditerranée en ce qui concerne le schéma de collaboration qu'ils désirent développer. Il est très important de combiner les différents acteurs parce qu'on doit envoyer un message d'espoir à la fin de novembre pour la prochaine décennie et pour les prochains 25 ans, je dirais. Dans les passés 25 ans, on a fait quelque chose pour la collaboration dans la Méditerranée. Pas beaucoup, il y a quelques histoires de succès, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se faire et qui doivent se faire, en fait. On doit travailler ensemble dans tous les secteurs du domaine de l'éducation pour développer la conscience, pour changer nos habitudes de consommation, de production, etc. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons parlé beaucoup, n'est-ce pas, de cette coopération régionale, toutes les échelles qui interviennent. Alors, ma question pour vous serait la suivante. Quel est donc le rôle des institutions à échelle régionale? Quel est le rôle qu'elles jouent pour sans doute faire avancer ce sujet? Et quelles sont les institutions clés? On a parlé de la création de connaissances, d'augmenter la conscientisation. On a parlé aussi de finances. On a parlé peut-être de embrasser des politiques, n'est-ce pas? Ce sont tous des éléments très importants pour avoir des systèmes de coopération de succès à échelle régionale avec une approche plus inclusive. Quelles sont donc sans doute les parties prenantes, les acteurs qui se sont engagés, et ceux qui ne sont pas totalement engagés et qui ont besoin d'être plus engagés? Merci beaucoup, Anna. Il s'agit d'une question capitale. En fait, les institutions jouent un rôle essentiel, un rôle clé. Ce sont les institutions, les structures qui jouent un rôle capital pour le changement, pour la création de capacités. On travaille en tant que pays, la création de capacités ensemble avec les institutions, avec des institutions régionales, etc. Eh bien, ensuite,
il y a un rôle capital à échelle des institutions, la composition des institutions et aussi le mandat des institutions joue un rôle vital et aussi les autorités qui sont présentes dans les institutions à échelle régionale et aussi à échelle nationale. Afin d'être efficace comme institution, il nous faut sans doute avoir un mandat très clair, avoir donc des autorités qui se sont engagées à établir le mandat et les respecter. Par exemple, chez nous, on a été responsable de réunir la région tous les ans. On a un forum pour parler du développement durable à échelle régionale et donc avec les pays arabes. Donc cela se passe depuis l'année 2015, lorsqu'on avait lancé l'agenda 2030, depuis son adoption. Le premier forum avait été organisé et à l'occasion du forum, on est capable de réunir deux pays à échelle régionale arabe. Et cela, donc, est l'occasion de nous rencontrer entre les experts de différentes filières comme l'environnement, le sujets sociaux, de responsables du secteur économique, mais aussi des élus, des représentants politiques. En quelque sorte, il s'agit d'une scène qui offre de la visibilité pour partager sans doute les stratégies pour l'avenir. C'est donc un forum qu'on a tous les ans et on a ce mandat, on offre les informations nécessaires afin que le forum soit sans doute une source d'informations pour intervenir, impacter les hommes politiques, les femmes politiques au nord, et afin qu'ils connaissent aussi sans doute quels ont été les progrès de l'agenda 2030. C'est un forum capital pour la région et je pense partie de notre travail dans ce scénario se produit à échelle institutionnelle, n'est-ce pas? Mais il nous faut sans doute travailler à échelle des politiques, des stratégies. Des politiques et des stratégies doivent être sans doute cohérentes à échelle nationale, régionale. On peut donc avoir une très bonne institution, mais pas avoir des stratégies. Pas avoir des politiques qui soient réalistes, qui soient sans doute faciles à mettre en place sur le terrain et donc trouver un impact positif. L'évaluation des progrès à échelle régionale, c'était une question dont vous avez posé, c'était une question que j'aurais dû donc répondu à quelques minutes en arrière. C'est difficile de répondre à cette question. On n'a pas les moyens pour évaluer les progrès. Par contre, on peut donc parler d'initiatives qui nous racontent quelle sera donc la capacité, quels sont les outils qu'on a de notre portée, qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a des petites pièces qui sont isolées qui nous montrent que oui, nous sommes en train de progresser, d'avancer. Où est-ce que nous voulons aller? Bon, on n'a pas encore une idée claire. On ne peut pas répondre à cette question. Quel est le but? Quel est l'objectif? Mais il s'agit d'un voyage qui est très long. Eh bien, on a donc offert sans doute toute une série de capacités pour arriver à tout le monde. C'est sans doute une problématique capitale. Malheureusement, il s'agit du poids plus lourd que nous avons dans nos épaules. D'après moi, en tant que professionnel pour des stratégies de développement, c'est difficile. Depuis 20 ans que je travaille dans ce secteur, c'est un défi pour nous. Où est-ce que nous voulons aller? Quel est notre cap? Et comment? Il faut le savoir sur la base des évidences. C'est quelque chose qui nous manque dans la région arabe, n'est-ce pas? Eh bien, les données clés, on ne les connaît pas encore. On ne peut pas les avoir régulièrement. Il nous arrive toujours trop tard, les données, c'est-à-dire nos décisions sont prises sur les données qui nous arrivent trop tard. Maintenant, nous avons des données qu'on essaye d'analyser, d'écrire des rapports sur la filière agricole pendant la pandémie. Donc, les données se sont éparpillées partout. C'est difficile d'obtenir des données parce que le gouvernement en craigne partager des données à ce niveau-là.
Et donc, on ne partage pas les données. C'est difficile à stimuler les gouvernements pour partager les données. Et finalement, les données arrivent trop tard. On démarre des enquêtes, eh bien, on voit des résultats qui sont déjà périmés. Les données sont clés. Les données sont clés. On a parlé des consultations, avoir des dialogues dans les moments qui soient adéquats, opportuns, pour mener à bien des stratégies, pour stimuler de plans d'action, n'est-ce pas? Et normalement, très fréquemment, du coup, comme les politiques sont motivés par des politiques, normalement, les hommes politiques, ils oublient la science et les politiques arrivent trop tard et sont un obstacle pour le processus. Et voyons donc, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire, n'est-ce pas? Et les questions politiques, ce sont sans doute la force qui devrait donc stimuler les progrès. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est difficile pour stimuler notre voie, pour améliorer le développement. Encore une fois, j'insiste, le problème technique et technologique, eh bien, on ne peut pas être la région qui est toujours en arrière. On a des problèmes technologiques, on est très conscient, c'est difficile d'avancer. Et cela nous impose sans doute de suivre sans doute le chemin technique est bien, donc suivre et aller de l'avant. Il faut travailler ensemble dans une bonne voie, avec des bonnes intentions, laisser de côté les conflits du passé, regarder de l'avant et donc rêver pour avoir un avenir plus brillant. On a travaillé sans doute entre différentes filières, partager la connaissance, le savoir-faire. On a fait des projections, on a fait des évaluations sur le changement climatique, la disponibilité de l'eau, comment renforcer la productivité de la filière agricole. Ce sont des questions très importantes pour une région qui dépend si fortement de l'agriculture, n'est-ce pas? Et les ressources en eau sont de plus en plus très faibles et elles disparaissent. On désire sans doute utiliser les données qui sont à notre disponibilité, les informations, le changer, les échanger, le canaliser pour créer des politiques communes. Eh bien, c'est un défi énorme parce que, donc, il nous faut utiliser sans doute cette approche holistique et d'autres données. Eh bien, on doit travailler avec le ministère responsable de l'eau, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie, des centres de statistiques à échelle nationale, le ministère pour la planification, les infrastructures. Donc, la mise en place, elle est complexe. Elle est trop compliquée. Cela retarde beaucoup le processus. On est sur la voie, mais trop lentement, trop lentement. Oui, merci beaucoup. En fait, ces commentaires sont tout à fait très intéressants. Vous avez parlé des données et le rôle de la technologie, les outils pour mettre à bien, sans doute, cette approche. J'ai une question de Sabrina, de public. Sabrina, elle nous parle sans doute du rôle des conditions préalables du mandat que vous avez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait donc faire de la pression aux hommes politiques pour avoir sans doute une mise en place plus souple pour renforcer les stratégies? Et oui, excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les envoyer dans la section questions-réponses. Merci beaucoup, Sabrina, de votre question. Comment accorder l'autorité au développement local pour gérer, pour être les leaders? Parfois, on doit faire face à des obstacles, à des problématiques où les décisions centrales ne sont pas agiles.
Moi, comme vous savez, je suis un journaliste spécialisé sur l'Irak. Et maintenant, si on parle de l'Irak, en Irak, nous sommes en train de travailler avec un projet qui a été développé et compte avec des fonds de plusieurs organisations. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec des journalistes locaux. On travaille pour avoir des solutions locales. Et donc, on voit comment nous pouvons travailler pour donner un journalisme qui soit plus engagé avec les autorités locales et le gouvernement central à Bagdad ne connaît pas ce qui se passe à Basra. Ils ont une politique centrale pour la gestion de l'eau, ils n'ont aucune idée, ils ont des dialogues avec la Turquie, avec l'Iran, avec d'autres pays, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe à Basra. Parce que la population locale, les autorités locales, finalement, ils ont plus d'expérience. Ils ont, soi-disant, une chronologie, une historique pour lutter contre la sécheresse, le manque d'eau, le changement climatique. C'est ça ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? C'est ça ce que je voulais donc transmettre par rapport à la suggestion dont je vous ai fait. Dans certains contextes, il faut dire qu'il est tout à fait nécessaire d'avoir un écosystème d'information pour l'eau. On pourrait donc l'établir grâce à plusieurs facteurs, grâce à différents acteurs, parties prenantes, des autorités locales, des autorités nationales, des communautés locales, des scientifiques, des journalistes. C'est ça ce qu'il nous faut. Eh bien, il faut aussi parler d'un autre projet, un autre projet de l'UPM, le projet 5+5. Maintenant, la France porte le rêne de ce projet énorme avec la région MENA, le Proche-Orient, ensemble avec 30 journalistes pour comment traiter les questions environnementales. Heureusement, je fais partie de ce projet et maintenant, nous allons produire et nous allons écrire sans doute des histoires incroyables sur le litige de l'eau, des problèmes, changement climatique dans les régions, parce que les journalistes peuvent créer un écosystème d'information pour le déciseur politique, pour les élus. C'est donc mon objectif, comment établir des ponts, comment bâtir un pont entre le déciseur, les communautés, les élus, les communautés locales. Je pense que c'est la voie pertinente pour aller de l'avant et rêver un futur qui sera sans doute plus intéressant pour la région. Merci. Merci. Et maintenant, j'ai encore une autre question. Et j'ai une autre question, je pense que c'est Stewart qui est au public avec nous aujourd'hui. Et cette question est pour vous tous et toutes. On voit donc l'apparition des communautés qui luttent pour l'eau, l'émergence de l'eau, l'émergence énergétique, qui sont en train de créer des synergies de coopération pour optimiser les ressources nationales. Est-ce que peut-être on peut démarrer avec Lim sur cette question? Elle est dure, hein, comme question. Oui, tout à fait. Elle est très dure, hein. Franchement, je ne connais pas s'il existe de synergie holistique, mais de toute manière, je pense, on y croit. On croit très fortement lorsque la coopération est donc positive pour toutes les parties, elle pourra donc avancer. Lorsque on a donc cette promesse, et comment donc sans doute mieux calculer les expériences, on donnera à long terme, sans doute cela fonctionne. Dans notre région, donc on ne peut pas avancer sans cette coopération. Mais ce n'est pas le sentiment franchement de la région, l'histoire, hein.
Euh, donc, euh, il y a encore plus d'intérêt de côté des citoyens. L'intérêt des citoyens est de plus en plus important lorsque les choses se passent pas bien. Et je pense sans doute cela peut arriver. Mais quand? Bon, on verra. La question est de savoir quand. Je ne suis pas tout à fait convaincu que la région permettra cette coordination régionale pour qu'elle soit profiteuse, positive et qui fonctionne dans des termes économiques. Knight, est-ce que vous êtes d'accord? D'après moi, hein, vous savez, la communauté pour l'énergie et l'eau, on a fait sans doute beaucoup de stratégies sur l'initiative Blue Peace. Et je dois vous dire qu'une initiative du prince Hassan bin Talal en Jordanie a lutté sans doute pour cette question. On a eu des réunions en Suisse, en Jordanie, en Turquie. On a lutté, n'est-ce pas, pour avoir... Donc, excusez-nous, le son, on l'a perdu. Donc, avoir sans doute... On a perdu le son, avoir donc une consultation globale sur l'eau et l'énergie. Comme vous savez bien, la situation politique ou le manque de stabilité dans notre région, cette initiative n'a pas donc abouti encore. Et la Jordanie est en train de se concentrer sur la diplomatie de l'eau et d'autre part, d'autre part aussi, est en train de lutter pour la création d'une fondation qui renforcera la coopération. Et aussi, la Jordanie est en train pour avoir un forum pour la diplomatie de l'eau au Proche-Orient et on compte sur cette initiative qu'on pourra donc mettre en place avec l'ensemble des pays de cette région, donc sera le premier pas pour aller de l'avant. Merci. Thank you, May. Merci. Ma dernière question à M. Isidro. Sur les 25 ans de processus de Barcelone, est-ce que vous avez des cas de succès? Quelles sont vos priorités sur l'avenir? Oui, merci. Partiellement, on a pris des décisions avant. Ce que l'on a fait dans les dernières 25 années et que l'Union européenne regarde vers le Sud. Ça a été un succès. Et c'était une idée de l'Espagne. J'ai aussi travaillé pour le ministère des Affaires étrangères de l'Espagne et je pensais que l'Union européenne était trop concentrée vers les pays du Nord et après vers les pays de l'Est avec le nouveau accès. En quelque part, ils étaient en train d'oublier les pays du Sud. Et les pays que l'on a dans le Sud, ce sont des pays de toute l'Europe, en fait. On est interconnectés, on est des voisins. Il n'y a pas de grandes barrières entre les pays du Sud et les autres. Donc, la déclaration de Barcelone de 1995 a été un grand succès pour travailler ensemble. Et l'Union européenne a reconnu qu'elle devait regarder vers le Sud et intégrer les politiques vers le Sud et donner des grandes priorités à ses voisins de pays du Sud. Et ceci, c'est ce qui s'est passé dans les dernières 25 ans. En 2008, à Paris, on a créé l'Union pour la Méditerranée. On est une jeune organisation, on n'a que 12 ans, on est un bébé encore, si on se compare surtout avec d'autres organisations internationales. Et en 2025, je crois que c'est le moment de renouveler les associations de la Méditerranée. On doit relancer l'idée de davantage d'intégration ou de renforcer la façon que nous avons de travailler. Parce qu'à la fin, ce qui se passe dans le Liban, au Maroc, en Italie,
nous affecte tous, en fait. Et on a tous les mêmes problèmes. Et l'Union européenne, au début, pensait que, comme après la Deuxième Guerre mondiale, ils devaient travailler ensemble. Donc maintenant, l'Union européenne l'a réalisé aussi. Alors pourquoi pas créer une union méditerranéenne afin que tous les pays de la Méditerranée travaillent ensemble, qui deviennent des partenaires et qui partagent les mêmes réponses, le même espace. C'est très idéalistique, c'est vrai, mais c'était très idéalistique de créer l'Union européenne en 1957. Personne n'y croyait. Alors, pourquoi pas l'Union méditerranéenne aussi? Pourquoi pas travailler ensemble sur des régions environnementales où l'on trouve un consensus, où on puisse travailler ensemble? Il faut changer la mentalité, la pensée. Et je crois que maintenant, on peut voir que l'Union européenne regarde vers le sud aussi. En Espagne, en Italie, dans les pays du sud de l'Europe, on pense que l'Union européenne peut faire beaucoup plus, en fait. Et dans nos bureaux, on essaie de faire penser à Bruxelles qu'on est important, les pays du Sud, et que l'on doit avoir la même pensée, les mêmes idées pour bien collaborer. Merci beaucoup. Avec ceci, on termine avec ce séminaire d'aujourd'hui. Merci, merci aux intervenants de cette discussion si intéressante. Je veux redonner la parole à Patricia. Patricia, tu es là? Oui, merci. Merci beaucoup à tous de vos contributions de cette intéressante discussion. Et on espère de vous revoir demain à 9h30, demain, Européen central, pour trouver des solutions pour les pays de la Méditerranée en ce qui concerne l'eau et l'énergie. Je vais modérer à cette réunion aussi. Alors, merci à tous et à demain. Merci. Merci. Au revoir.